direct de Kinshasa. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre magazine Carte sur table. Aujourd'hui, avec l'actualité de la condamnation de Vital Kamerhe, aussi Diamal et Mouhima à 2 ans de prison avec Mouhima. Notre sujet d'aujourd'hui, nous allons d'abord ouvrir une parenthèse avec ce procès de 100 jours. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien avec les élections au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ça chauffe entre le religieux, certaines églises qui n'arrivent pas à se trouver le consensus vrai pour trouver une personne qui pourrait diriger l'institution de la CENI. On commence avec vous, Jean-Claude Pépé. Je vous présente. D'abord, vous êtes du FCC et bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation, cher ami. Alors, Jean-Claude, vous êtes de l'IDPS. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix. Alors, Enoch Kabalou, secrétaire général adjoint de l'ANADEC, aussi du FCC. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, nous commençons avec vous, Enoch Kabalou. Vous avez tous suivi ce procès de 100 jours avec le verdict qui vient de tomber. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ben voilà que c'est un procès inédit dans notre pays. Aujourd'hui, l'état des droits est en train de prendre forme dans son volet justice parce que nous avons tous constaté le début de ces procès. Ça a commencé par le bruit au niveau de la rue parce que le peuple a commencé tout petit peu à s'inquiéter suite au programme lancé, dit de 100 jours. On a vu un programme d'urgence que le chef de l'État a lancé depuis l'année passée, mais qui a commencé à tergiverser dans sa matérialisation ou soit dans sa réalisation. Derrière tout cela, on a constaté que le travaux n'avançait pas. Et après cela, on a vu quelques descentes de députés nationaux sur terrain pour voir la suite de travaux. Mais aussi, l'affaire s'est invitée même au niveau du Conseil de ministres. C'est au niveau du Conseil de ministres qu'on a levé l'option de lancer des enquêtes judiciaires pour en savoir un peu plus. Mais au-delà de cela, au-delà de toutes ces enquêtes, une tête a été ciblée à la personne directeur de cabinet Vital Kamerhe. Je rappelle ici que c'est un allié de taille. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef d'un parti politique reconnu dans notre pays. Vital Kamerhe est quelqu'un qui a un parcours hors du commun. Mais voilà qu'aujourd'hui, le droit est dit. Nous avons suivi le déroulement depuis l'instruction du dossier jusqu'à ce jour. Le droit est dit, c'est une conséquence logique que nous avons constaté aujourd'hui que le droit était dit avec équité sur cette affaire. Alors, Jean-Claude Lussa, Jean Sambi, au niveau de l'UDPS, vous étiez tout à fait, et vous l'êtes toujours de partenaire avec l'UNC. Vital Kamerhe, condamné, va écoper une peine de 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'interruption d'accès aux fonctions publiques par étatique. Comment vous avez reçu cette nouvelle au sein de l'UDPS? Merci beaucoup, monsieur Félix, pour l'invitation. D'abord, il faut souligner que l'UDPS avait pris un communiqué interdisant à tous les cadres de ne pas se mixer dans cette affaire qui était en cours. Aujourd'hui, les verdicts tombés, nous pouvons nous arroger le droit de placer un mot. Tout a commencé avec le lancement des travaux de 100 jours à l'échangeur de l'Imité. Et après quelques jours, le directeur de cabinet Vital Kamerhe interdit à tout le ministre de ne plus décaisser l'argent dans le trésor public. Et à cela, il commence les tripatouillages financiers, il commence à décaisser des sommes colossales d'argent et sans respect des procédures. Il commence à ce que l'argent sort avant un contrat, avant un avenant, tout ça. Je crois que ça a créé sur la toile. La clameur publique, comme mon prédécesseur l'a dit, a sauté sur l'affaire. Après la clameur publique, c'est le ministre des Finances, Sélé Alakoul, sur les antennes d'une chaîne internationale, la RFI. Il dit
l'argent décaissé jusqu'à présent ne correspond pas aux travaux exécutés. Un écart de 70%. La question est évoquée au Conseil des ministres. On instruit les ministres de la Justice d'ouvrir une enquête judiciaire parce que devant cette inadéquation entre l'argent qui est sorti et les travaux exécutés, il faudrait qu'il y ait justice. Il faudrait que le peuple trouve clair. Une information judiciaire a été ouverte et on a interpellé M. Djamal. Enfin, c'est l'ex-directeur du cabinet, il faut que je l'appelle comme ça parce qu'il n'a plus l'espoir. Et les procès commencent, il suit sa procédure normale jusqu'à ce qu'aujourd'hui les verdicts sont tombés. Mais on a remarqué une sorte d'émotion dans les fiefs de partis qui défendaient Vital Kamerhe, des fois des exceptions soulevées, des fois, hier c'était la Cour constitutionnelle qui voulait s'émixer sur une affaire prise en délibéré. On ne comprenait plus rien, mais quand même, le juge a gardé son sang-froid, il était devant sa propre conviction, et aujourd'hui, je crois l'affaire est tirée claire. Au niveau de l'UDPS, je crois que c'est un résultat d'un état de droit pour lesquels nous nous sommes milités plus de 37 ans. Et aujourd'hui, s'il y a des procès de ce genre, c'est une avancée significative dans notre démarche, dans notre processus d'instauration d'un état de droit. Alors, Jeannot Pépi, on parle d'un état de droit. Est-ce que, avec le procès de Vital Kamerhe, au niveau du FCC, vous considérez un état de droit qui commence, ou bien deux fois, parce que Vital Kamerhe a encore beaucoup de jours avec ses avocats d'aller en cour d'appel. Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit qui commence avec ce procès de 100 jours? Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'abord revenir tout à l'heure ce qu'ils ont dit ici tout à l'heure. D'abord, il faut préciser une chose. Vous savez que l'état de droit commence avec Joseph Kabila Kabange. L'état de droit, ce n'est pas une œuvre personnelle des chefs de l'État actuel, non, pas du tout. Vous voyez un peu, lorsque Kabila est venu au pouvoir, nous sommes allés au référendum, il nous a donné une nouvelle constitution, et c'est par là que nous sommes allés au 3e République, mon cher ami. Vous voyez un peu, donc pour vous dire que non, avec l'état de droit, là, ce n'est pas une œuvre personnelle d'un parti politique ou bien d'un camp politique, non. Donc c'est une œuvre commune, vous voyez. Tout a commencé avec Joseph Kabila Kabange. Et le président Félix est venu, il est continué avec cet état de droit-là, mon cher. Parce que l'état de droit ne se résume pas dans la bouche des gens. L'état de droit, c'est dans les textes, mon cher ami. N'est-ce pas? Lui, il est venu au pouvoir, il a trouvé la Constitution, il a trouvé d'autres lois de la République. C'est avec ça qu'il est en train de continuer à faire son travail. Vous voyez un peu. Nous saluons ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que je me rappelle, il y a cela déjà 2 ou 3 mois, j'étais encore ici dans votre plateau. Nous avons décrété, nous avons quand même développé, décortiqué quand même les programmes de 100 jours ici. Et il faut voir que non, les programmes de 100 jours, non seulement ici à Kinshasa, partout dans les provinces, il y a un problème sérieux. Vous voyez, même ici dans ces programmes de 100 jours-là, vous constaterez que non, les chefs d'État avaient oublié d'autres provinces. Vous voyez un peu, il y a des provinces comme des grands équateurs, il n'y a absolument rien du tout. Vous voyez un peu, mais au Kasaï, au Congo central, ailleurs, il y a eu quand même quelque chose. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre pays, c'est, en tout cas c'est à saluer, c'est là la justice a fait son travail. Et nous pensons que peut-être prochainement, les autres gestionnaires du pays peuvent quand même se référer par rapport à cela. Vous voyez un peu. Alors, il faut tirer des leçons parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, il y aura des conséquences politiques. C'est là que moi je crains. Parce qu'avec l'FCC n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là. Vous voyez un peu. Donc, c'est un problème de cash. Vous savez, cash, c'est ce qui est non, mais c'est Enoch Kabola, Enoch a dit tout à l'heure, c'est un allié détail. Vous voyez un peu, les tickets cash, c'est Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, Kamerhe est condamné. Moi, je crée peut-être l'avenir de ces. La politique de l'INC et l'UDPS, ça signifie il y aura déjà une dissolution de ces deux partis. Non, parler de dissolution, en tout cas, c'est un peu de précipiter les choses. Mais moi, je crée déjà l'avenir de ces plateformes politiques-là. Parce qu'au niveau du cas, il y a des partis politiques. Il y a l'IDPS et il y a l'INC. Vous voyez, les autres petits partis politiques-là, ce sont des accompagnateurs. Vous voyez un peu, l'affaire, c'est entre Félix et Tshisekedi. Aujourd'hui, Kamerhe est condamné. Vous voyez, alors il faut craindre cela. Est-ce que c'est peut-être dans les jours à venir, les membres de l'INC, est-ce qu'ils vont tirer quand même des conséquences politiques? Avoir le courage, soit de continuer avec l'Alliance, soit de déterrompre avec l'Alliance. Nous allons revenir avec vous, Enoch Kabalo. Je répète juste le mot d'un avocat de Vital Kamerhe, Maître Kabengele, qui dit
nous allons en appel. Ce juge n'a pas rendu la justice. Il a été condamné sur base de 2 éléments non discutés aux audiences. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais voilà que ce sont des manières dilatoires. Je sais que la partie défenderesse, c'est-à-dire la partie conçue par l'équipe d'avocats de Vital Kamere, s'est montrée, est allée en erreur. En fait, déjà, dès le début du jugement ou de procès, on a constaté des erreurs palpables sur la façon dont ils étaient en train de mener leur plaidoirie et conduire même les prévenus Vital Kamere à son temps. Et voilà que les avocats, ils se lancent dans des déclarations qui ne honorent pas même leur carrière propre, parce que on l'a constaté, vous avez vu même au niveau, n'est-ce pas, du barreau, au niveau de l'ordre des avocats, on a eu même à interdire toute intervention, toute sortie médiatique ratée des avocats du parti Kamere, parce que quand ils étaient en plein procès, ils plaidaient autrement, mais quand ils sortaient, ils s'est lancés dans des colibés, je vais dire ici, ou des déclarations non fondées. Nous tous, nous avons suivi. Moi, je me dis, la plus grande erreur, c'était de permettre que ce procès se passe en direct sur les antennes de la chaîne nationale. Ah oui. La plus grande erreur. Parce que là, vous ressuscitez même les morts pour tirer leur attention. Donc, nous tous, nous avons suivi de près le déroulement du procès, du début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les avocats du parti Kamere qui viendront ici nous raconter des histoires. Alors, que pensez-vous de l'évolution de partis politiques au sein de leur plateforme qui est le CACH? Est-ce que Félix Tshisekedi aura toujours la main tendue de l'UNC dans cette coalition? Je ne voudrais pas aller très vite en besogne, mais nous attendons encore la suite des temps, voir ce que cela va donner. Je rappelle ici que comme je le dis tantôt, que Kamere, c'est un allié des tailles. C'est quelqu'un aussi un incontournable dans le guichet politique, mais aussi aux élections du décembre 2018. C'est-à-dire par là, nous n'allons pas parler d'un procès politique contre Vital Kamere. Je vais encore dire ceci. C'est vrai que c'est un individu, c'est un citoyen congolais, mais parce qu'il est politique, on a voulu rapidement ramener ces dossiers sur l'habiller comme un procès politique. Loin de là, ce n'est pas un procès politique. Le procès concerne autre chose. C'est un dossier purement juridique. Il n'y a rien de politique. C'est vrai qu'il y aura des conséquences politiques parce que Kamere lui-même est un homme politique, est un acteur politique de taille qui a une base non moins alléchante de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà que nous attendons les choses, voir comment cela va se passer. Mais sinon, on ne s'est pas décidé à leur place parce que ce sont des grandes personnes, ils vont se décider, ils vont voir quelle direction prendre. Mais c'est vrai qu'il y aura des conséquences, qu'on le veuille ou pas, sur le plan politique, je le rappelle, il y aura des conséquences, mais qu'on ne sait pas jusqu'à ce jour mesurer ni les conséquences, ni voir comment cela va se dérouler. Alors, à l'IDPS, Jean-Claude Lussa, nous sommes en train de partir pour terminer avec ce premier sujet. À l'IDPS, on remarque des fois une joie qui vous plaîne de voir quelqu'un, parce qu'on le voit même dans les routes, vous festoyez même pour l'arrestation de Vital Kamere. Est-ce que vous allez encore penser à Félix Faure avec le temps? Parce qu'on dirait que c'est Kamere qui faisait aussi la force de Félix Tshisekedi. Pas du tout. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, revenir à ce que mon ami Jeannot dit. Moi, c'est au peuple de juger. Il ne faudrait pas dire c'est Tshisekedi, le père de l'État de droit, c'est Kabila doit commencer. Non, le peuple juge et voit. Moi, je me suis toujours rappelé, une fois, je vis Luzolo Bambi interpeller Costa Omari, le président de FECOFA, interpeller le secrétaire général au sport. Mais on a eu à les libérer ici au même parquet qui a arrêté Kamere par un coup de fil. Donc, on arrête à créer des diversions inutiles. Ça signifie pour vous, on ne doit pas personnaliser cette expression d'état de droit à 2 individus? Non, moi, je me dis, d'abord, la loi mère de notre République, la loi fondamentale, a déjà installé un état de droit.
Pourquoi ça doit être une affaire d'un individu? Mais seulement nous disons à l'UDPS que c'était notre credo vital. Nous l'échantillons tout le jour de notre lutte. Pendant 37 ans, nous disons, quand nous allons prendre le pouvoir, il n'y aura pas d'amis. Vous mettez la main dans le trésor public, la loi est devant vous. Bon, je ne voudrais pas faire une sorte de triomphalisme sur ça. Mais que cette loi soit aussi dite d'une bonne manière. Mais qui dit bien la loi? C'est le juge. Ce n'est pas un homme politique. C'est devant les juridictions compétentes qu'on sait dire que la loi est bien dite ou pas. Il ne faudrait pas qu'un politicien se retrouve dans un cafétéria dire que la loi n'a pas été bien dite. Non. Et si on interjette l'appel, c'est consacré dans la Constitution. La voie de recours, ils sont dans leur liberté. Ils peuvent aller en cassation, mais il faut retenir ce que les juristes disent. Lorsque vous allez en appel, vous avez la chance à ce que ta peine soit réduite ou soit majorée. Ils doivent risquer de ça. Parce que moi, je me dis que ça ne suffit pas seulement parce qu'on est avocat, plaire à son client, on va aller en appel. Oui, vous allez en appel, mais il faut avoir des arrières sûres qui vous permettront soit d'annuler la peine, soit de la réduire au risque que vous courez même que la peine soit triplée. Donc, je donne la chance aux avocats, mais seulement j'ai constaté aussi quelque chose pendant le procès que Vital n'a pas dit toutes les vérités à ses avocats. Ça, ce sont des indiscrétions que j'ai eues à Ça signifie qu'il a eu à cacher certaines choses. On dit à son avocat tout. Je crois à mon prédécesseur l'a dit. C'est ce qui a créé une sorte de malentendus dans le fief des avocats. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils doivent plaider. Non, il faut dire à son avocat tout. Et vous lui permettrez de plaider, d'avoir une matière intense pour faire bien sa plaidoirie. Mais vous dites qu'à l'UDPS, nous enregistrons. Non. Je sais que c'est quand même, je l'ai dit à l'introduction, que c'est une avancée significative dans un état de droit. On ne cible personne parce que les lois de la République sont claires. Ce n'est pas contre un parti politique. Je crois que Djamane n'est pas un citoyen congolais. Est-ce que Djamane est-il présidentiable? Je crois que Massaro, l'alias Massaro, les millionnaires du Congo, je crois qu'il n'est pas présidentiable. Pourquoi nous pouvons nous apprendre en lui? Mais dire que nous aurons des conséquences politiques. Vous savez, l'état de droit a un prix. Il faut accepter de les payer. Il faut commencer avec son partenaire. Oui, non, ce n'est pas ça. C'est cette diversion-là que je ne veux pas que les gens... Oui, c'est bien, ça nous fait aussi mal. Kamer, c'est notre partenaire. Jusqu'à présent, les deux personnalités morales, l'UDPS et l'UNC, sont encore en mariage. Kamer, nous avons connu des vicissitudes avec lui pendant la campagne. Ils ont traversé des petites rivières, des bateaux, des pirogues avec le président de la République. Ils ont couru les risques pour arriver à cette victoire. Vous pensez que ça nous fait pas mal? Ça nous fait mal, mais c'est la loi. Elle est dure. C'est la loi et elle est dure. Jean-Bernard Pépé, on termine avec vous pour ce premier sujet. Comment vous pensez l'avenir politique de l'UNC avec 20 ans de prison de Vital Kamerhe? Est-ce que ce parti va encore résister avec le temps? Merci beaucoup. Je crois, si vous pouvez répondre à votre question directement, je sais que nos publics, les téléspectateurs vont pouvoir quand même. Je sais qu'il y a le message de l'IDPS ici. Il ne faut pas oublier quand même ce que Kamerhe a porté au sein de l'IDPS, parce que ni Tété Kamerhe ici, ni Tété Kamerhe, Félix ne pouvait pas être là aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, dans notre pays ici, même à l'époque de Kabila, il y a eu toujours des alliances au niveau électoral. Il fallait toujours avoir des alliés pour quand même passer. Vous voyez un peu, parce que dans notre pays, il n'y a aucun parti politique qui peut avoir la majorité absolue. Il est difficile et c'est démontré dans notre pays ici. Donc Kamerhe a porté un plus au sein de l'IDPS. Même si aujourd'hui, nous voyons que quelqu'un de l'IDPS, il pense que non, arrêter Kamerhe, c'est un prix à payer pour un état de droit. En tout cas, les téléspectateurs vont pouvoir
j'ai cela. Alors, pour revenir à votre question très vite, et en tout cas, moi, je crois parce que 20 ans, c'est beaucoup. Vous voyez, 20 ans d'abord, c'est d'abord beaucoup pour M. Vital Kamerhe, et passer tout le temps en prison. Ça sera difficile pour lui comme un leader, n'est-ce pas? Parce que dans notre pays, ici, les partis politiques marchent avec leurs leaders. Vous voyez un peu. Moi, je ne vois pas que même ici, aujourd'hui, Kamerhe a formé des gens. Il a formé, il y a des leaders qui peuvent les remplacer valablement. Mais il est toujours difficile. Il suffit de voir la manière dont Kamerhe a confisqué les pouvoirs en prison. Kamerhe, il était encore en détention avant qu'on puisse le condamner. Mais il gérait tout en prison. Vous voyez, il y avait même des interdictions que non, avant de publier un communiqué, il fallait voir les quitus de Kamerhe. Donc pour vous dire que non, ça sera difficile à venir de l'INC sans Kamerhe, d'abord, présence de Kamerhe. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en 2023, c'est déjà les élections. Vous voyez, c'est déjà les élections. Moi, je ne veux pas que l'INC puisse répéter l'histoire déjà de l'INC, de comment on appelle ça, de MLC. Parce que je me rappelle à l'époque, l'MLC, nous sommes allés aux élections sans candidat de l'MLC. Oui, soit sous prétexte que son leader était quand même incarcéré au niveau de la haie. Ce qui veut dire quoi? Il y a un danger pour l'INC et c'est le moment des chercheurs de démontrer que non, même à l'absence d'un leader politique, de son président national, les partis peuvent résister. Vous voyez pas? Parce que c'est un coup dur. Vous voyez comment vous allez cheminer avec notre pays, ici, notre système de débauchage. Je crains que les membres de l'IDPS et de l'INC puissent aller à l'IDPS. Parce qu'ils peuvent aller vite pour chercher moyen de protéger leur poste. Ils vont facilement quand même oublier Vital Kamerhe. Et pourtant, Kamerhe, aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont devenus des ministres. C'est grâce à Kamerhe. Et ce qu'il faut dire encore que non, Kamerhe, il a encore l'espoir. Parce que l'état des droits, ce n'est pas seulement que les gens condamnés, 20 ans, c'est fini. Non. Il y a encore d'autres voies de recours. Et il faut respecter cela. Dans un procès équitable, il faut épouser toutes les voies de recours. Vous voyez un peu, jusqu'à ce que ça demande qu'elle même au niveau des cassations. Le cours de cassation peut casser si on trouve que non, il y a une violation de la loi. On peut casser ces jugements en question. Donc il faut donner chance à Kamerhe, il faut donner chance aux avocats. Parce que n'importe quel avocat, il y a encore l'espoir, n'est-ce pas? Il est vrai que Kamerhe est condamné, mais il y a encore l'espoir. C'est le travail de tous les avocats. Pour un avocat, il doit aller jusqu'au bout. Vous voyez, il faut encore tenter un appel. Et s'il y avait que non, au niveau de la paix, Kamerhe a quitté, les messieurs DPS, ils vont faire quoi? Ils vont encore quoi? Parce que l'État de droit, il faut faire attention. Le juge d'appel, il a le pouvoir de modifier. Ce qu'il lui-même a développé tout à l'heure ici. Donc il y a encore l'espoir par rapport à cela. Je sais qu'il est difficile, mais c'est le moment au niveau de l'INC de s'organiser, de se préparer moralement et politiquement. Vous voyez un peu, au lieu d'espérer à son leader. Parce que son leader, si peut-être que le chef de l'État, s'il veut récupérer Ferdinand M. Vital Kamerhe, il peut le faire ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kamerhe, c'est son ami en début de tout ce qui est comme alliance politique. C'est un ami, il a fait ce qu'il a fait. Donc il y a encore l'espoir pour lui. Parce que nous avons vu le chef de l'État, il a fait sortir même des violets dans ces pays-ci. Vous voyez un peu, accordons encore chance parce que pour nous, au sein du FCC, on sait que Kamerhe il est condamné. L'FCC n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là. C'est une histoire entre les cases. Parce que Kamerhe, il était directeur de cabinet, c'est entre eux. Donc pour nous, il n'y a aucun problème. Nous pensons qu'au sein de l'INC, mais c'est purement, c'est histoire de cash. L'FCC n'a rien à voir par rapport à tout ce qui s'est passé là. Nous sommes comme des simples observateurs, comme tous les citoyens. Et mais c'est nous qui a dit ça, nous avons tous suivi les débuts jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas? Nous acceptons l'état des droits. Nous acceptons cela. Mais il faut appliquer ça, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est le moment, avec tous les caciques de l'INC, de se préparer, de rester soudés, de démontrer que non, ils sont fidèles à leur président. Alors, ils sont fidèles à leur président. Nous allons entamer notre deuxième sujet, c'est bien avec la présidence de la CENI qui est en train d'être recherchée et qui cause déjà de problèmes avec la proposition de Malonda au sein de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Les églises sont aussi divisées. Et donc, Cavallo, vous avez suivi avec nous tous, il y a la CIME, il y a l'Église catholique, voire même protestante, qui n'arrive pas à reconnaître cette proposition de Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante avec l'État. Voilà que c'est vraiment une désolation de ma part pour les hommes d'église dans notre pays. Aujourd'hui, voilà qu'on leur a donné
de par la loi électorale, l'article 10, reconnaît ce prérogative entre eux de se choisir celui qui va animer, coordonner la centrale électorale. Mais voilà qu'aujourd'hui, on a constaté une sorte de tergiversation depuis le début. On les a convoqués pour s'organiser entre eux et choisir, nous présenter un candidat valable qui va, n'est-ce pas, mener les élections en 2023. Mais jusqu'en ce jour, on a constaté une sorte de tergiversation, des tâtonnements de part et d'autre, des contradictions. Mais voilà, je rappelle ici que la démocratie n'a pas pour objectif premier de faire un consensus. Mais voilà, mais c'est pour juste, ou n'est-ce pas, donner celui ou voter, prendre celui qui a le plus grand nombre de voix. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes au regret de constater ce qui se passe au niveau des hommes d'église. Mais je leur demande, une fois de plus, de nous prouver leur maturité, sinon leur spiritualité, et nous trouver la personne qui convient. Alors, une question que je voulais justement vous poser, pourquoi ça divise? Est-ce qu'il y a certains intérêts extérieurs qui influencent sur cette division? Parce qu'on aurait donné confiance aux hommes de Dieu d'être tout à fait clairs dans leur travail, mais quand ils arrivent à ne plus se mettre d'accord, certaines parlent d'un candidat, peut-être qu'on accuserait que c'est un angabis. Comment vous jugez ça? Non, voilà ma façon dont j'aborde cette question. Il y a des problèmes de l'impréparation au niveau des églises. Ça, je dois le souligner ici, je n'accuse personne, mais c'est mon constat personnel. Voilà qu'aujourd'hui, par exemple, je prends les églises des réveils, je suis l'un d'eux, mais est-ce qu'il y a un candidat valable pour les gens des églises des réveils? Mais aussi, il ne suffit pas seulement de pointer ici. Mais il faut aussi se poser des questions. Il y a un candidat valable pour les églises de réveil. Est-ce que l'homme qui est à la tête est sincère? C'est ça la question qu'il faut se poser. Non, mais écoutez, d'abord, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que même quand on pointerait... Tous les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Exactement, mais quand on pointerait X, Y, mais il faut aussi la compétence. Il faut aussi la compétence qu'il faut mettre en jeu, et n'est pas n'importe quelle compétence. Ce n'est pas une compétence au sens biblique ou théologique du terme, mais c'est une compétence en matière électorale. Un manager, quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, conduire les élections dans notre pays. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec étonnement, nous constatons même l'opposition congolaise mettre son nez là où il n'est même pas invité, parce que la loi ne le reconnaît pas. Alors que la loi lui reconnaît un quota propre à lui, au lieu que l'opposition congolaise se prépare aussi déjà à positionner ses candidats valables. L'opposition est en train de fouiner son nez dans une question qui ne les concerne pas au terme de la loi électorale. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un candidat. Il y a un candidat, M. Malonda, un homme qui a su faire ses preuves, une expérience testée par le temps, quelqu'un qui fut secrétaire exécutif de la CENI, un kimakuiste de renom, reconnu. Qui vient d'être yaïé, vous n'avez pas suivi cette déclaration de l'Église kimbanguiste qui ne reconnaît pas Jossar Malonda. Non, ben écoutez, sa conviction d'être kimbanguiste. Non, mais écoutez, être kimbanguiste, ça ne suffit pas que j'aie une soutane ici ou avoir des cartes ou quoi que ce soit. Mais on parlait de Malonda, d'un catholique, et qui l'Église kimbanguiste a proposé compte tenu de ses expériences. Mais écoutez, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé au niveau avec l'Église catholique. L'Église catholique nous a présenté un candidat. Il a mis sur la table, à un moment où il a retiré. Vous avez suivi ça il y a 2 semaines passées. Ah oui. Il a retiré. Pourquoi cet tâtonnement? Mais entre eux déjà, certains s'entre-accusent des allégations d'être subventionnés au coût de billets verts et consorts. Bon, je n'entre pas dans ces détails. Nous allons revenir avec vous. On prend Jean-Claude Lussard. Doit-on parler déjà d'un danger avec ces élections qui vont s'approcher en 2023, au moment où il y a déjà le problème qui se pose entre ces gens qui vont diriger la Commission électorale nationale indépendante? Oui, merci encore une fois de plus. Vous savez, dans ces pays, l'UDPS s'est battue pour le respect des tests et l'une de sa plus grandes batailles, c'est le respect de la Constitution. Donc, nous sommes en train de courir derrière les temps pour que nous ayons un autre cycle électoral. Si on commence à créer encore tout ce qu'on fait là, c'est en retard qu'on est en train de créer.
j'attends une sorte de faut faire des réformes et tout ça. Non, mais nous avons un bilan à présenter dans 5 ans. On ne peut pas assister à ça. Mais le débat actuel sur le choix du président de la commission électorale permanente, vraiment, je crois que les partis politiques sont mal placés d'en parler, parce que c'est un débat société civile. Mais vous aurez aussi 6 membres à représenter au niveau de la CENI. Oui, certainement, pourquoi pas. C'est la loi, nous sommes en majorité, donc c'est CACH et FCC, nous constituons une majorité. C'est-à-dire pour vous, Malonda sera le bienvenu? Non, en fait, déjà Malonda, c'est mal parti. Il a un cursus électoral bien ficelé, il faut le reconnaître. Il a un master en administration électorale. Il est dans cette institution d'appui à la démocratie depuis Malou Malou. Il a quand même un parcours ardu. Mais il pose déjà problème. Parce que vous ne pouvez pas oublier qu'à un moment, la CENI a voulu mettre ces pays à feu. Donc nous avons l'obligation. Les peuples congolais comme tels et aussi la société civile a l'obligation de nous donner un mesure consensuel. Là, c'est ça le débat. Moi, je ne m'acharne pas sur Malonda. Je sais que c'est un Congolais, je sais qu'il peut produire du bon travail. Vous savez, nous, à l'UDPS, aujourd'hui, on est à la magistrature. Il y a eu ce travail, et donc Kabalou venait justement de dire que l'Église catholique a retiré son candidat. Il y a eu déjà un travail bien mené. Pourquoi quand Malonda choque, pourquoi est-ce qu'on parlerait de la continuité des Nanga ou quoi? Bon, je voudrais d'abord, parce que je ne voudrais pas parler de l'Église catholique, mais je voudrais que nous rafraîchissons un peu notre mémoire, parce que l'Église catholique... Oui, la vie difficile, hein? L'Église catholique a été dans cette institution d'appui à la démocratie. C'est elle qui nous a donné la première personne, M. l'abbé Malou Malou. Il y a eu des élections dont les conflits post-électoraux ont posé beaucoup de morts, que même lorsqu'un laïc l'a géré. Ça, c'est un. Deuxièmement, les élections de 2018. Ah oui. J'étais dans la centrale, dans la CEP électorale de notre parti, là où nous avions installé la centrale. J'ai vu des choses terribles au sein de l'Église catholique. Vous savez, nous sommes partis avec l'actuel ministre de l'Énergie, messieurs de l'INC. Nous sommes allés à la SEMCO présenter nos preuves. Parce qu'il y avait des choses qui se disaient, non, nous sommes allés, mais nous sommes là. Regardez le bureau, regardez. On a même... Mais M. Cholet, qui nous a reçus, n'avait aucun PV. Il nous donnait des choses dont, statistiquement, quand tu calcules, tu sens qu'il y a des écarts faramineux, insupportables. Mais on ne peut pas... Vous savez, Malou, là, le cardinal, il s'est battu pour l'africanisation de cette église. Aujourd'hui, on a des rituels, moi je suis catholique, on a des choses qu'on les fait qui ne sont plus à l'italienne. On fait de la messe avec le respect de notre rite en tant que noir. Mais après la mort de Malou, là, on sent toujours un comportement, des habitudes, des visions extraverties. Vous pouvez vous rendre compte que Cardinal Ambongo, pour le choix du président de la CENI, va aller voir l'ambassadeur des États-Unis. Il n'est pas allé voir l'ambassadeur de l'États-Unis, c'est au moins Mike Hammer qui était venu voir Ambongo. Mais pourquoi accepter de discuter avec Mike Hammer sur une question encore pendante en discussion et une question aussi d'une souveraineté importante comme les élections? Pourquoi on doit discuter avec un sujet étranger? Ça n'a pas de sens. Vous vous rendez compte que dans les C'est-à-dire là, vous voulez dire que l'Église, parce que ce n'est pas... Non, l'Église catholique, il y a elle n'inspire plus confiance. L'Église protestante avec Bukundoawe qui sont ensemble, qui ne veulent pas de cette candidature de Rossa Malonda. Bon, moi, je ne voudrais pas vous dire Malonda et l'autre là qui était cousin en Bongo, qui à un certain moment on l'a retiré pour des raisons inavouées. Le souhait de mon parti et le souhait de tout le monde, du peuple congolais, est qu'on nous donne un citoyen issu de la société civile. Oui. Il peut être de l'Église catholique,
de l'église de réveil, il peut être même de la société civile spécialisée dans des débats électoraux. Mais j'ai vu aussi récemment, il y a aussi un citoyen congolais, j'ai vu avant-hier, Christopher Ngoyi, qui est aussi candidat de société civile. Nous allons revenir sur ça. Christopher Ngoyi, qui est tout près de vous, de la 10e rue. Il habite la 10e rue. On ne peut pas l'ignorer, il est tout près de l'IDPS avec ses ambitions. Mais il n'est pas notre voisin. On doit parler. Est-ce que doit-on parler aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de passer, avec le temps, assister à une crise post-électorale? Parce que ces gens qu'on a donné le pouvoir de nous aider à trouver quelqu'un qui sera assisté par tout le monde pour diriger la CENI, ça divise déjà. Merci beaucoup. Pour la première fois, quand même, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de mon co-débatteur ici, notre ami de l'IDPS. En tout cas, il y a des choses qui j'adhère totalement à ça et ce qui aussi notre Kabalo a dit. Mais il faut juste dresser quand même un petit mot là-dessus. Vous voyez que dans notre pays, aujourd'hui, il est déplorable. Pourquoi? Parce que, comment expliquer, il a dit tout à l'heure ici qu'il y a une question purement interne de notre pays, mais on voit l'Église catholique avec tout ce qu'il a de son poids social, et il parle avec les étrangers. Vous voyez un peu, c'est là où il y a un problème. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que non, c'était même le combat de Kabila. Parce que Kabila a réussi aujourd'hui dans notre pays d'organiser les élections seules, avec notre propre moyen. Parce qu'on n'a pas voulu quand même les ingérences de l'étranger. Et aujourd'hui, avec cette ingérence-là, l'Église catholique veut quand même collaborer avec ces gens-là. Parce qu'on ne comprend pas. Il a dit tout à l'heure, c'est comment une question interne entre nous, entre vous les confessions religieuses de notre pays, mais vous acceptez de recevoir un diplomate chez vous dans votre bureau. Est-ce qu'il est venu faire quoi? Mon cher ami, il est venu faire quoi? Est-ce que dans notre pays, ici, comme les États-Unis, aujourd'hui, moi j'ai suivi les élections, là où Trump est allé quand même faire sa propagande déjà. Est-ce qu'on a invité l'Église catholique d'aller participer aux États-Unis? Vous voyez, mon cher ami, vous voyez comment l'Église catholique, lorsque nous avons dit à son temps... Doit-on parler, avec tout ce qui est en train de se passer, avec le ton d'une crise post-électorale? Mon cher ami, il n'y a pas une crise. Il n'y a pas une crise parce que les confessions religieuses, si vous lisez leur charte là, mon cher ami, ils sont nombre de 8. Mais M. Rossa Malone a été voté par au moins 6 personnes, 6 confessions religieuses, mon cher ami. C'est la loi de la majorité, déjà il faut accepter. Mais pourquoi l'Église catholique et l'Église protestante veulent quand même brouiller la situation, mon cher ami? Aujourd'hui, vous voulez mettre quand même tout ce qu'il a comme expertise. Mais c'est Rossa Malone là. Moi, je ne crois pas, mon cher ami. D'ailleurs, si aujourd'hui vous critiquez Malone, non, mon cher ami, pas du tout. Un candidat du FCC. Non, il n'est pas du FCC. Non, il n'est pas du FCC. D'ailleurs, si aujourd'hui, oui, bien sûr, s'il est pour du Nang, qui est sorti le président de la République après les élections du 30 novembre 2018? N'est-ce pas ça qu'il y a un opposant? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que non, mais c'est Malonda, il est complice de l'actuel président de la République? Parce qu'ils ont travaillé avec Nang, mon cher ami. Nous avons suivi comment M. Rossa, il est allé défendre l'actuel président devant la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a eu le contentieux électoral avec nos amis de la Mouka, mon cher ami. N'est-ce pas? Donc, il faut voir la transparence, n'est-ce pas, l'équilibre de l'homme, l'expertise de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, Mathiel est dirigé la centrale électorale. Oui, c'est bien. On peut présenter n'importe quel candidat. Mais il faut avoir ne fût-ce qu'un parcours, mon cher ami. On ne peut pas ramasser quelqu'un comme ça parce qu'on est cousin, parce qu'on est voisin, on est comme ça et venez quoi, nous sommes l'église catholique, venez nous allons comment vous imposer. On ne peut pas accepter cela. Les messieurs-là, il a une expertise. Vous voyez un peu, il est déjà voté par les 6 confessions religieuses. Nous devons accepter cela. N'est-ce pas? Ce qui a dit, il faut condamner la démarche de l'église catholique. Non seulement ça, y compris aussi la démarche de ce que de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, il se contente de parler avec l'ambassadeur des États-Unis. Il appelle au téléphone, il cause sur WhatsApp et ça crée toute polémique au niveau des réseaux sociaux. Et ils sont contents de ça. Au lieu de se préparer, à ce stade, l'FCC se prépare. Parce que les messages, nous sommes dans la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons placer notre candidat. Dire un mot de la fin, donc Kabalo. Aujourd'hui, avec toutes ces choses qui sont en train de se passer, les autres posent un problème de réforme au sein de la CENI. Comment vous jugez cette idée? Doit-on revenir avec ce même fichier qui ont causé de problèmes avec le temps? Ou doit-on aller déjà, c'est propre parce qu'on a déjà consommé 2 ans, il nous reste 3. Doit-on revenir avec un autre fichier déjà réformé, à passer à la réformation ou quoi?
D'abord, il y a une sorte de cacophonie au niveau de l'opposition congolaise. Ah oui. Je demande une fois de plus à l'opposition de se préparer parce qu'ils doivent nous présenter leurs candidats. Elle devait se préparer toutefois quand il y aura le consensus de tout le parti qui arrive au moins à se mettre d'accord, non pas imposer quelqu'un. Mon cher ami, nous sommes dans ces pays... Qui est nié par les kimbanguistes, qui n'est pas Nous sommes de dans ces pays il y a un certain temps. À chaque cycle électoral, nous observons l'opposition congolaise brandir ses biceps, sortir ses carquois, afin de commencer à s'agiter comme dans ses habitudes. On est vraiment habitué à cela. Ah oui. Aujourd'hui, on demande une réforme au niveau de la centrale électorale. À quel niveau? Il faut se poser la question. Certains parleraient de l'audit, même de la centrale. Ah oui. À quel niveau? Mais les textes prévoient toutes ces choses, toute cette matière, je vais dire ici. Corneille Nangaa, il venait, c'est pas quelques jours passés, déposer le rapport général au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à l'opposition de réclamer cela. La loi prévoit que l'autorité à la matière, pour, n'est-ce pas, auditer, ou soit voir des fonds en comble, c'est l'Assemblée nationale. Martin Fayoulou, il est député national, qu'il a posé ces problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Il aura sa réponse. Si il voudra des réformes, c'est au niveau de l'Assemblée nationale de saisir de la question. C'est-à-dire, pour vous, vous ne voyez pas dans l'ombre de Malonda un deuxième Nangaa qui s'y manifeste. Non. Un deuxième Nangaa, il faut le reconnaître, cet homme a servi ses pays. Nangaa a servi ses pays. Mais qui beaucoup ont eu à l'accuser de ne plus passer à une bonne élection. Des fausses accusations qu'on appelle de la délation. Ça ne tient pas debout. Nangaa nous a donné un président de la République. Pour vous, Nangaa nous a organisé des élections. D'être à la tête. Mais l'homme a été voté à la majorité. Cher ami, il faut le reconnaître. Malonda, il a été voté à la majorité. Malonda a l'expertise requise. Malonda, c'est l'homme qu'il faut. C'est-à-dire, on doit aller aux élections sans réforme. Je demande une fois de plus, le réforme à quel niveau? À quel niveau? L'audit du fichier électoral. Les fichiers seront mis à jour. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple quoi? Par exemple quoi? Qui aujourd'hui a causé de problèmes. On a vu avec Nangaa, on devrait venir avec le fichier. Mais s'il vous plaît, vous parlez du travail de toilettage du fichier électoral ou du serveur de la centrale électorale. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui cette question. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir un représentant ou soit un président de la centrale électorale. C'est toute la question maintenant. Alors, nous allons revenir avec vous pour chiter. Jean-Claude, profitez de chiter avec nous parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Au niveau de la CENI, qu'est-ce que vous attendez au niveau de votre parti politique? Qu'on puisse passer avec Malonda qui était déjà choisi, parce que dans un état de droit, il faut aussi accepter le test. Ce n'est pas seulement que Camère soit condamné, les autres, mais dans un état de droit, on accepte aussi ce qu'on nous propose par le consensus, parce qu'on a eu à parler qu'il y a eu 8 confessions religieuses qui devaient aller choisir quelqu'un. Malonda a été choisi par 6 confessions religieuses. Mais pourquoi ça barde et on ne voulait pas de lui? Parce qu'il a travaillé auprès de Nangaa. Est-ce que c'est à l'UDPS de valider la candidature de Malonda? Je ne crois pas. Mais vous avez aussi un point de vue à émettre. Est-ce que la personne voudra vous plaire ou quoi? Non, là, ce n'est pas question, ce n'est pas une relation d'amour, on doit être belle, beau, plaire. Non, moi j'ai dit que nous n'avons pas vraiment un point de vue radical à mettre sur. Parce que c'est un débat société civile. Il faut être respectueux des tests. À ce poste-là, c'est un débat. Nous le disons peut-être, c'est pour éclairer la lanterne de l'opinion, mais nous ne sommes pas mieux placés. Parce que ça, c'est même, je ne trouve pas ça normal. J'ai entendu certains membres du PPRD s'acharner sur Malonda. Mais vous risquez d'entacher d'une couleur politique à cet égard qui est encore jusqu'à présent neutre. Il faut faire attention avec nos communications. Jusqu'à présent, Malonda n'est pas un candidat d'un parti X. Parce que quand nous commençons quand nous sommes entrés, nous, les partis politiques, à commencer à donner des couleurs, à parler, à faire de la publicité pour Malonga, là, il y a d'autres partis qui se mettent en conflit. J'ai dit ceci, nous avons besoin d'un citoyen congolais
consensuel à ce poste-là. Merci, Jean-Laurent Pépé. Veuillez clôturer au niveau de la CENI. Qu'est-ce que vous pouvez, un mot de la fin pour la Commission électorale nationale indépendante? Un mot Merci beaucoup. Très rapidement, je voudrais dire que non, juste seulement rappeler à nos téléspectateurs que M. Malonda, il est déjà choisi par les confessions religieuses. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément, non, mais il y a de ce côté, non, de ce côté-là, il n'y a pas un problème, mon cher ami. Il n'y a pas un problème. Être kimbanguiste, c'est pas qu'aller chaque jour à l'église, non, ce n'est pas ça, mon cher ami. Donc à ce niveau déjà, il n'y a pas de problème. Sauf ce que nous dénonçons, c'est le comportement de l'église catholique. Parce qu'aujourd'hui, l'église catholique veut ramener la question nationale de notre souveraineté, aller parler avec les étrangers. Ce qui est déjà condamnable. Et c'est par là que moi je profite. Vous savez, dans notre pays, chaque fois, la désignation des présidents de la CENI au niveau des confessions religieuses pose du problème. En tout cas, moi je suggère, n'est-ce pas? Moi je suggère aux législateurs, aux députés, n'est-ce pas, de pouvoir penser sur cette question-là, de pouvoir réformer, de pouvoir quand même procéder à une réforme. Non, c'est-à-dire quoi? Au lieu de donner chance aux confessions religieuses, parce qu'à chaque fois ils se divisent, n'est-ce pas, à cause de l'argent. Et aujourd'hui, la couleur de M. Mbongo, c'est déjà clair. Lorsqu'il reçoit un ambassadeur des États-Unis, ils ont échangé sur quoi, mon cher ami? Vous voyez comment ils cherchent moyen quand même d'exposer encore notre pays devant les Occidentaux. À ce niveau-là, nous sommes contre ça. Et si ça continue comme ça, moi je recommande aux députés nationaux de pouvoir jouer leur rôle. Cette loi-là, on peut modifier cela. Comme ça, prochainement, après 2023, nous aurons un président de la CENI qui aura une personne aguerrie. Alors, ça ne sera pas de membre de confession religieuse. Alors, Enoch Caballo, on clôture avec vous un mot sur le président de la CENI. Avec le temps, Rossard Malonda qui cause le problème. Est-ce que le peuple congolais, encore, on attendrait, parce que de le début de vos mots, vous avez dit, on a fait confiance aux hommes de Dieu, qui, moi-même, je vous ai dit, tous ne sont pas le même. Tous ne sont pas le même. Exactement. Alors, ces hommes de Dieu qui arrivent aujourd'hui, qui, le peuple de Dieu, a placé en pleine confiance en eux, mais qui arrivent à nous donner aujourd'hui une séparation terrible qu'on n'arrive pas à comprendre. Un mot de la fin sur ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais rappeler ici la ratio legis, ou la raison même pourquoi on a dit confier la tête de la CENI à un homme d'église ou des confessions religieuses. C'était parce que ce sont des personnes dont on trouvait en eux une certaine neutralité, honnêteté. Ils n'arrivent pas à se manifester. C'est comme ils sont devenus. Mais aujourd'hui, nous étonnons que même les confessions religieuses deviennent tendancieuses. Donc, c'est vraiment regrettable. Nous leur demandons au bon sens à prouver de quoi ils sont capables parce que le peuple congolais attend beaucoup d'eux. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, les décisions de la commission électorale indépendante ne sont pas prises par le président. Ce sont des décisions qui se prennent dans la plénière. Il ne faudrait pas dire que Malonda, une fois Malonda là-bas, ou Christopher Ngoy, ou même vous êtes là-bas, vous allez sortir des bons matins prendre une décision. Non. Nous avons gagné les élections, on n'avait personne à la CENI. Qui est à la mouka de comprendre qu'il faut se battre, il faut avoir un bon discours, il faut avoir une bonne offre politique. Voilà. Merci à vous, Jean-Claude Lucien-Zambi. Je rappelle, vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, M. Félix. Merci, vous êtes du FCC. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, cher ami. Mais je rappelle seulement que non, les confessions religieuses ont déjà désigné les candidats. Donc l'Église catholique est dans le bon sens et l'Église protestante doivent seulement endosser cette responsabilité-là. Alors merci Enoch Caballo. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint de l'ANDEC, un parti proche du FCC. Exactement. C'est ainsi que nous mettons un point final à ce magazine. Est-ce que doit-on s'étirailler sur ce poste au moment où nous tous nous sommes mis d'accord pour trouver une seule personne? Pourquoi ça choque quand un Congolais veut servir la République démocratique du Congo, quand il possède l'expérience qu'il faut pour diriger l'institution, la Commission électorale nationale indépendante? Aux hommes de Dieu, on vous suit et on est en train de vous regarder de loin par ces croyants qui viennent dans vos églises et aussi qui remplissent vos paroisses. Mais pour moi, je conclus pour dire tous ne sont pas le même, car il y a le vrai. Que le bon Dieu puisse nous aider, car le peuple en a marre et on a besoin de votre aide. Merci à vous et au prochain numéro.